C'était quoi le déclic pour devenir coach bien-être et comment ton entourage a réagi quand ils ont appris la nouvelle? Bon, en fait, ça s'est fait assez progressivement. Donc, j'ai démarré ce cheminement, j'ai quitté mon job en 2012, Mm. et en faisant ce travail petit à petit sur moi-même, en m'aidant moi-même, en étant aidé, je me suis rendu compte que naturellement, c'est ce que j'avais envie de faire avec les autres. C'est devenu une vocation, tu vois. Mm. Je sais pas si les auditeurs connaissent l'ikigai, tu sais, quand tu Ah as oui, ce c'est joli schéma vrai. où tu as la mission, la vocation, la passion, etc. Et quand Mm. tu prends tout ça, la manière de le relier, ça permet de trouver ce que tu as vraiment envie de faire. Et naturellement, pour moi, ça a été l'accompagnement. Mm. Et comme je viens du monde de l'entreprise, c'est là que j'ai démarré parce que moi, je voulais aller dans le monde du business pour apporter quelque chose de positif. Mm. Mais je savais pas quoi. C'est pour ça que j'ai tout quitté au bout d'un moment. Je me suis dit, bon, moi, je reste pas ici, j'ai pas envie de faire un burn-out. Ciao. C'est ça. En revenant, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'épauler les managers, les leaders, les entrepreneurs Mm. et de m'occuper justement de leur bien-être, leur santé mentale. Moi, je suis pas, c'est très bien d'être prof de yoga, mais moi, je pense que j'ai plus à apporter aussi sur le côté business, sur l'alignement mental, etc. Dans la dynamique d'une personne qui est créative dans le monde du business, qui veut Mm. avoir un impact sur le monde. Donc moi, et c'est ma façon aussi de contribuer à la transition énergétique, j'aime beaucoup les leaders, les entrepreneurs qui travaillent sur des solutions pour la planète, pour l'environnement. Et donc pour moi, c'est ma façon de contribuer, c'est d'accompagner ces personnes-là avec leur équilibre. On va dire, j'aime beaucoup parler, moi, d'écologie interne. On parle de l'écologie externe. C'est beau comme terme. Ouais, ouais, ouais. Et on est, en fait, nous, l'être humain, on est plusieurs systèmes écologiques ensemble. Et donc, j'aime parler de l'écologie interne et de m'occuper d'équilibrer les personnes là-dessus. Ok. Et comment tu t'y prends concrètement? Ah, Ah. ah. Alors, ma démarche est holistique. Quand on dit holistique, ça veut dire qu'on regarde l'individu dans son ensemble. Donc, le corps, les émotions, le mental. Et on va regarder vraiment dans les détails, c'est quoi l'hydratation optimale pour pas être déshydraté. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de stress physique. Il y a trois quarts Mm. des Français qui sont déshydratés sans le savoir. C'est vrai, moi aussi je bois pas assez d'eau. Ah, ouais, donc c'est important. C'est vrai. La nutrition, les Français généralement gèrent mal leur taux de sucre dans le sang. Tu peux avoir des pics et des chutes de Mm. taux de sucre dans le sang. Donc j'aide les personnes à optimiser ça dans la journée. La posture physique, le sommeil. Là, on va regarder vraiment tous les différents pôles. Et puis ensuite, en ce qui concerne les émotions, j'ai un protocole de libération des émotions toxiques. Parce que ce que j'ai découvert en partant en Thaïlande, c'est que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met tout sous le tapis. Moi, pendant 28 ans, j'ai Oui, tout mis c'est sous le vrai. tapis. On dit, les garçons, ils sont pas censés pleurer, les filles, elles sont pas Mm. censées s'énerver. Tu sais, on apprend plein de choses comme ça. Mm. Et ça, en fait, ça fait qu'on est dans une culture qui est répressive par défaut, quoi, pour beaucoup de gens. Et c'est s'autoriser, donc j'ai des protocoles là-dessus pour aider mes clients à s'autoriser à ressentir ces émotions de manière safe, de manière en pleine sécurité, et pour pouvoir petit à petit faire une détox émotionnelle. Puis après, il y a tout ce qui se passe entre les deux oreilles, le mental, dans ce cerveau. Je travaille pas mal donc avec des entrepreneurs, des leaders, des personnes qui parfois ça tourne un peu trop vite dans la tête. Mm. Et donc là, j'ai des outils. J'étais formé en hypnothérapie, j'étais formé en coaching, en programmation neurolinguistique, en méditation pleine conscience. Et là, j'ai différents outils pour les aider justement à faire le calme au quotidien, tout en ayant une vie active. Le but, c'est pas de partir à l'autre bout du monde et de se déconnecter, tu vois. Oui. Et en même temps, de pas rester dans ce cercle où ça va trop vite, où ça tourne à toute allure. De trouver son équilibre sans Ouais, partir à 1000 bornes pouvoir de trouver son l'horizon. équilibre, Mm. dans une vie active en fait. Mm. Très très bien. Et quels défis spécifiques rencontrent les personnes que tu accompagnes généralement et comment tu t'y prends un peu pour les aider? Alors, ça, c'est une question où, en fait, ça va être pas mal du sur-mesure, du signature. C'est-à-dire qu'il y a Mm. des outils que je partage et vous pouvez retrouver mes outils sur la chaîne YouTube. C'est cadeau, ça fait plaisir. Une grande partie, il y en a évidemment d'autres que je garde pour mon coaching privé. Bien sûr. Mais je dirais que là, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Mm. Ce qui m'arrive parfois, j'avais par exemple une cliente qui m'a approché pour une problématique business. Mm. Et on s'est rendu compte qu'elle était dans une relation avec une autre personne dans son business, qu'elle devait se séparer de cette personne-là. Donc, Mm. on a rééquilibré ça, on a mis un certain temps, à peu près un trimestre pour ça, pour qu'elle l'accepte aussi, qu'elle mette en place la rupture, le processus dans son business. Et puis en fait, après, on s'est rendu compte, maintenant que son business, ça allait bien, en fait, dans sa vie personnelle, il y avait un gros manque. Et donc, j'ai commencé à la coacher sur un coaching beaucoup plus perso, beaucoup plus vie Mm. perso, pour qu'elle puisse se préparer pour faire la rencontre qu'elle attendait dans sa vie. Donc, c'est vraiment en fonction de chaque personne, chaque individu, en fonction de où il se situe. Et en fait, c'est évolutif. Parfois, c'est en creusant, on se rend pas compte exactement de là où on va aller. Mm. On a une intention, on a une direction. Et c'est quand on commence à creuser qu'on se rend compte que, ah,
bah là, en fait, ça bloque. Ou là, tiens, je savais pas que j'avais ça aussi. Et qu'on commence à assembler les pièces du puzzle. Ok. C'est ça que moi j'aime beaucoup dans ce métier, c'est qu'à chaque fois, chaque personne, c'est unique. C'est ça. Chaque accompagnement est unique. Il n'y a pas une problématique générale que... Alors, moi, j'accompagne quand même, on va dire, les entrepreneurs, les acteurs du monde du business. Donc, il va y Mm. avoir quand même toujours ces gens qui sont stressés, c'est des gens qui ont des grosses exigences par rapport à eux-mêmes, qui veulent performer, qui veulent réussir. Donc, il y a évidemment toutes ces dimensions-là que je vais accompagner. Et pour ça, j'ai différents outils, notamment de respiration, que je partage avec eux. Et puis après, ça va vraiment être du sur-mesure, de la signature en fonction de quelle est leur problématique à eux par rapport à leur vie personnelle. Effectivement, ouais, chaque vie est différente, donc tu t'adaptes à chaque... Et ça dure combien à peu près un accompagnement? Alors moi, quand je travaille avec un entrepreneur ou une entrepreneur, ça dure 3 mois pour commencer. Mm. Et idéalement, on se parle une fois par semaine. Ok. Ça permet vraiment de mettre en place, surtout quand la personne a à la fois des problématiques pro et perso, généralement il y a les deux. Ça permet vraiment de se suivre et je pars 1 heure et demie par semaine en visio avec la personne, ça permet de se suivre. Après, ce qui se passe, c'est qu'on a mis en place des bonnes bases. Si la personne en a plus besoin, c'est bon. Si elle a encore envie et qu'il y a des nouveaux projets qui se sont lancés, on se continue à se parler encore 3 mois, mais par contre, peut-être on se parle une fois tous les 15 jours, Mm. tu vois, parce que on a déjà une habitude. Et après, peut-être qu'on continue encore 3 mois plus tard, une fois par mois. Parce que, voilà, on met en place des bonnes habitudes. Je travaille aussi beaucoup sur les habitudes des différentes personnes et ça va varier, il y a différentes typologies. Et ensuite, c'est sympa d'avoir ce suivi et c'est utile aussi d'avoir des checkpoints Oui. pour pas se perdre. Ce qui se passe aussi parfois, pour te répondre, c'est que je fais 3 mois ou 6 mois, la personne dit OK, on se revoit plus tard. Elle part 6 mois, 9 mois, un an, et puis elle revient pour Mm. 3 mois ou 6 mois. Ça peut Ok. arriver aussi. Donc c'est vraiment en fonction des besoins, des projets, des changements de vie. Et moi je m'adapte, je suis là pour donner le meilleur à chaque client. Mm. Les accompagner vraiment dans leur évolution. Ouais. Et comment tu arrives à mesurer l'impact de ton accompagnement sur leur vie? Alors ça c'est intéressant. J'ai un outil qui s'appelle la roue de vie. Je l'ai pas Mm. inventé. Vous pouvez trouver ça sur internet. Où tu as différentes catégories dans la roue de la vie. Tu vas avoir équilibre physique. Mm. Tu vas avoir ta vie sociale. Tu vas avoir ton équilibre financier, ton développement personnel, etc. Différentes catégories. Et on va faire une mesure, une photographie de où est-ce qu'en est la personne, où est-ce qu'elle estime être, entre 1 et 10, sur ces différentes catégories, il y en a 7. Et ça nous met un petit diagramme, tu sais, où tu mets les croix, et ça te Oui, fait je une vois. petite forme, ouais, Mm, mm. un petit camembert, une petite forme. Et ce qu'on fait, au bout de 3 mois, on refait le bilan et on voit où est-ce qu'elle en est. Et Ok. donc on voit si la forme a grandi, si ça s'est amélioré, comment ça s'est amélioré. Ça permet de faire un bilan et de suivre justement en fonction de ce que la personne ressent elle-même. Exact. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une méthode ou une technique que tu trouves particulièrement efficace pour gérer le bien-être mental et professionnel? Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment la base pour tous, la base de toute forme vivante, c'est la respiration. Hmm. Et j'ai des exercices que je partage avec mes clients quand ils prennent l'accompagnement. Et sinon, vous pouvez les retrouver. Peut-être qu'on pourra mettre le lien sur une plateforme qui s'appelle Health, Hmm. où j'ai un programme à 29 € avec ces différents exercices où Carrément. je guide les personnes en vidéo et il y a un fichier audio pour faire ces exercices qui permettent d'aller même au-delà d'une crise d'anxiété, une crise de panique. Parce que c'est très très puissant, la respiration. Simplement en faisant cette mesure-là, on peut se recentrer. Hmm. Et faut savoir que la manière dont marche le cerveau humain, on a ce qu'on appelle les réactions de fight or flight en anglais. Mhm. C'est quand on régresse au cerveau reptilien. C'est-à-dire que on fonctionne normalement et puis il va y avoir une cause de stress. Quelque chose de stress, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe quand tu stresses? La respiration devient saccadée, elle devient très superficielle. Au lieu d'aller au fond, Hmm. elle devient très superficielle, très saccadée et sans que tu en aies conscience en fait. Et ce qui se passe, c'est que ton cerveau a moins d'oxygène et donc tu te mets en position pour te battre. Pour te battre ou pour fuir. C'est comme un lézard. C'est le Hmm. cerveau reptilien. Exact. Ton champ de vision se rétrécit et t'as pas la même capacité à faire face aux problèmes. Donc l'astuce par rapport à ça, c'est au contraire de bien faire attention à sa respiration. Et là, j'ai un exercice aussi où les personnes sont allongées sur un tapis de yoga, se laissent guider par ma voix pour saturer le corps en oxygène, refermer le robinet, et ça fait un choc de pH, c'est en toute sécurité. Et ça permet en fait de faire ce qu'on appelle un reboot mental. C'est-à-dire que c'est comme le frein à main sur la voiture. Hmm. Tu sais, tu freines, t'arrives plus, bon, tu fais hop, frein à main. Et tu sais qu'à tous les coups, ça marche. Donc ça, c'est très puissant. Je pense que c'est vraiment un outil qui permet de se reconnecter au corps, de sortir de tout ce bruit mental, Hmm. et simplement, en travaillant sa respiration, sans aller voir les chamans au Pérou, sans prendre aucune substance,
Juste en travaillant sur sa respiration, tu peux te recentrer. Ça, c'est C'est vrai vraiment que c'est puissant. très puissant et on s'en sert pas malheureusement assez souvent. Bah, on nous apprend pas ça à l'école C'est primaire, vrai. tu vois? Toutes les choses essentielles, j'ai l'impression, Bah on ouais. passe à côté à Non, mais c'est l'école. vrai, c'est on nous apprend. Alors, c'est important l'histoire, Hmm. Vercingétorix, et 1515 et tout ça. Non, mais c'est bien. C'est bien, mais dans la vie de tous les jours, concrètement, quand on a des moments de down, c'est Ouais. pas, par exemple, Mais c'est vrai que les techniques de respiration, ça serait bien. Et un ouais. truc que j'ai pas précisé, moi je suis franco-suédois, et Hmm. dans les pays scandinaves, ils insistent, il y a des cours pour apprendre notamment à cuisiner, pour apprendre à recoudre un C'est bouton, génial. pour apprendre à bricoler un petit peu, tu vois. Mais pour les filles et pour les garçons, quoi. Parce qu'ils se Wow. disent, ouais, un garçon aussi doit savoir repasser une chemise, tu vois. T'es allé à l'école là-bas? Non, non, non. Non, Ouais, moi, je suis ok. en France et du coup j'ai quand même appris à repasser une chemise, tu vois. Mais je veux dire, c'est des choses qui sont quand même assez essentielles Ouais. et au quotidien là, au fonctionnement. Et c'est dommage que l'école insiste pas encore dessus, quoi. C'est dommage, je pense que ça gérait beaucoup de problèmes actuellement existants justement dans les écoles, d'anxiété et de violence, parce que je pense qu'ils ont besoin aussi, ces personnes, ces gamins, de Ouais, respirer, de se calmer à l'intérieur, absolument, ouais, parce qu'ils sont carrément. tout le temps exposés à des choses un peu violentes sur les réseaux sociaux. Ouais, et en plus, comme tu dis, les réseaux, le problème aussi aujourd'hui, c'est que c'est peut-être un deuxième outil, je sais pas si je peux déborder dans la question. Bien sûr. Tu sais, les écrans, on a tout le temps ces écrans, c'est à la fois super parce que bah, l'écran qu'on a actuellement nous permet de communiquer avec les personnes Mm, qui nous écoutent. Donc la technologie, c'est super. Moi, je travaille en visio avec des clients à l'autre bout de la France ou en mm. Europe, donc si j'avais pas ça, tu vois. Mais on est quand même inondé des écrans et les jeunes générations, ils ont pas été éduqués sans les écrans avant, quoi. Donc ça devient addictif. C'est un des Mm, problèmes, on le sait, hein, les réseaux sociaux, ça a été prouvé que TikTok, bon, c'est vraiment addictif pour les jeunes. mm. Et ça, ça va créer des problèmes au niveau de la société, quoi. Oui, Donc totalement. ça, s'il y a un deuxième outil, c'est la détox digitale, c'est de Oui, faire des pauses et de se dire exact. peut-être une journée par semaine Tu le ou fais, toi? je le fais de temps en temps, ouais, ouais. Ouais. Parfois, ce que je fais le dimanche, c'est bah, j'ai mon téléphone en mode avion. Donc toute la journée, je ne regarde pas les messages. Je peux prendre des photos, je me balade, tu vois. Mais je prends, voilà, je me le C'est dé... intéressant, ça. Il Ouais. faudrait que je teste. J'ai pas encore Ça testé. fait du bien. Ça permet de faire le vide et d'avoir du temps pour soi, pour faire ce que toi t'as envie de faire, de lire des bouquins, Mm. de faire autre chose. Aussi, quand tu pars en nature, de se dire, voilà, peut-être tu l'utilises pour le GPS, pour pas trop te perdre, si t'en as besoin, mais de se dire, peut-être tu fais des vacances, un week-end, Mm. sans regarder les messages. La digital detox aussi, ça aide. Mais il faut se l'imposer soi-même, sinon on est absorbé, C'est tu vois, ça, on a par... tellement de choses à regarder, les mails, les notifications, qu'on s'en sort plus en fait si Ouais, c'est c'est ça. bien de couper de temps à autre. Quel conseil spécifique tu donnerais à quelqu'un qui cherche plus d'équilibre dans sa vie pro et perso? Bah, je pense déjà, comme on l'a dit, faire attention donc aux bases, parce qu'on Hmm. on n'y pense pas souvent, mais vraiment les bases. C'est quoi les bases de ça, de ce truc? Bah, il y a l'hydratation, la respiration, l'alimentation, le sommeil, et ne pas négliger ça, quoi. Vraiment, Hmm. écouter, apprendre ces différents rythmes, faire des tests, être curieux, aller à des ateliers, se renseigner, faire ses recherches soi-même, tu vois. Donc ça, d'un point de vue perso, je pense que c'est super important. Gérer ses émotions au quotidien et travailler son mental. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans sa vie professionnelle, est-ce qu'on peut ramener un petit peu de ses talents et de ses passions dans ce qu'on fait comme métier. C'est pas toujours évident, Hmm. mais je pense qu'un des problèmes, c'est si tu as un trop gros décalage entre ce que tu aimes faire dans ton temps libre, vraiment tes passions, tes talents, et puis dans ta vie pro, si tu n'arrives pas à l'exprimer, ça, tu vois. Hmm. Alors, parfois, ça peut compenser, mais c'est pas mal si tu peux créer des ponts. Euh, Là, je m'intéresse à plein d'outils différents. Je suis en train de passer une certification sur un outil qui s'intéresse justement sur l'équilibre vie pro-perso et comment créer des passerelles sur tes différents talents. Donc ça, je pense que c'est intéressant parce que très longtemps, on a séparé le pro et le perso, quoi. C'est Et c'est les ça, ouais. générations Puis les d'avant deux aussi. ils sont liés. Tu peux pas séparer, et surtout en tant qu'entrepreneur, tu peux pas Ouais. séparer les deux. Et avant, tu sais, les générations d'avant, quand ils avaient un boulot, ils allaient bosser toute la vie dans la même boîte. Donc ils pouvaient se dire, ok, je fais mon boulot et j'ai la sécurité de Hmm. l'emploi et j'aurai de toute façon une grosse maison, une grosse voiture. C'était genre tout allait comme ça. C'est vrai. Aujourd'hui, on est dans une autre période. Il n'y a plus la même sécurité, il n'y a plus ça. Et donc, on est tout le temps en train de se remettre en question. Donc c'est important, je pense, de pouvoir mettre quelque chose qui nous plaît dans notre job. Faut pouvoir en vivre, bien sûr. Et de se questionner
qu'est-ce que j'ai dans ma vie perso que je pourrais avoir davantage dans mon job. Par exemple, si t'as une intelligence, donc il y a différentes formes d'intelligence. Moi, j'ai une intelligence un peu du tempo. J'aime bien, je prends des cours de chant, j'aime bien, j'ai un djembé, tu vois. Et donc, Génial. le rythme, tu vois, Hmm. et donc de pouvoir mettre ça dans mon job, là, je suis en train, en fait, de me former à la prise de parole en public pour faire des conférences. Parce que j'aime ça en scène, en fait. Parce que j'aime mettre ça en scène. J'ai fait un peu de théâtre avant et je me rends compte qu'avant, je faisais que du coaching de personnes et du coaching d'équipe. Et je me disais, il me manque un truc, j'ai cette rythmique, j'ai cette envie de, tu vois, de Mhm. bouger, de mouvement un peu. Est-ce que je peux me faire de la prise de parole en public? Donc du coup, j'ai regardé comment incorporer ce côté tempo, ce côté rythme. Et c'est par ces différentes conférences que j'ai commencé à faire. Donc si les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, peuvent trouver comment incorporer ça, tu vois, des éléments Ou de qu'ils leur ont. passion Ouais. dans leur travail. Ouais, et Mm. l'adapter, c'est-à-dire que je vais pas jouer du djembé, tu vois, mais c'est quand même le côté rythmique, le côté Mhm. voilà, mouvement, jeu. J'arrive à mettre ça à travers des prises de parole, des conférences. Mhm. Donc ouais, trouver des passerelles. C'est intéressant. Je pense que tu as plus de facilité peut-être en tant qu'entrepreneur aussi parce que tu es plus libre de ton activité, mais en tant que salarié, Oui. je sais pas si tu as la même flexibilité, si tu arrives vraiment à exprimer ta passion à ton boulot. Tu C'est sais que ouais, quand j'étais chez Amazon à l'époque, alors s'ils nous regardent, je sais pas comment c'est aujourd'hui, hein, donc je peux juste dire comment c'était en 2012. Et ça me regarde moi, hein, c'est mon hmm, témoignage, mais c'était très très cloisonné, très c'est très ça. fermé. C'est un peu Hmm. comme tu sais Neo dans Matrix devant son, Hmm. enfin Hmm. Monsieur Anderson plutôt devant son écran là, à faire un boulot très répétitif. Et c'est difficile de s'exprimer, d'exprimer Ouais, c'est ça. son individualité, son originalité dans un job qui est très cantonné. Et puis on a un petit peu peur du regard des autres aussi. Tu sais, c'est très carrière, très comment est-ce que je vais prendre sa place avant qu'il prenne la mienne. Quand tu es entrepreneur, ce qui va justement te démarquer, c'est ça, c'est d'être toi-même. Il y a qu'une seule personne qui est comme toi, c'est toi. Et d'oser petit à petit être soi-même et de s'affirmer dans son individualité, avec ses compétences, bien sûr. Il faut avoir des compétences, parce que au bout d'un moment, Hmm. tu vends un service, un produit. Bien Si sûr. t'es pas bon dans ce que tu fais, personne va acheter ce que tu fais. Hmm. Mais ce qui les gens vont vraiment apprécier, c'est ton authenticité, c'est ton individualité. Et ça, en tant qu'entrepreneur, entrepreneur et entrepreneureux, tu peux vraiment l'exprimer. Exact. Et ça permet de se libérer en quelque sorte aussi. C'est pas toujours facile la vie d'entrepreneur, mais au moins j'ai l'impression que t'as plus de facilité à savoir qui tu es parce que t'as plus de facilité à t'exprimer en tant que personne. Alors que en tant que salarié, parfois t'es cloisonné dans ce qu'on te demande de faire et puis si t'as le malheur de faire un peu différemment, on te remet parfois les pendules à l'heure. Alors ça dépend des entreprises encore une fois, mais c'est sûr que ouais, c'est une chance de pouvoir exprimer la personne qu'on est. Carrément. Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment difficile de ta carrière et comment tu t'y es pris concrètement pour faire face et quelles leçons tu en as tirées? Hmm. Alors, un moment difficile de ma carrière, il y en a eu quelques-uns. Mhm. Je dirais que il y a un moment donné, dans mon parcours de vie, je suis passé en France. J'étais en France en 2019. Et ce que je faisais, c'est que j'étudiais le système d'une franchise à succès de l'intérieur pour voir comment ça fonctionne. Tu vois, je me suis dit, c'est intéressant de voir sur le terrain le monde du business, c'est quoi. Et j'ai fait un pari un peu fou. Je suis allé bosser chez Burger King à Lyon pour suivre le programme de management chez eux pendant 3 mois, tu vois, tu te fais former sur la théorie, sur le terrain, et tu te fais former en fait pour travailler avec des gens qui n'ont pas forcément envie de bosser. Tu bosses avec des étudiants, tu sais, qui viennent faire des petits boulots, Ouais. quoi. Et moi, j'ai fait les grandes études, donc j'avais bossé que avec des gens avant qui sont là parce qu'ils ont envie de bosser. Donc ça m'a enseigné ça. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que, à ma surprise, au bout de 2 mois et demi, ils me font, bah en fait, Antoine, on va pas te garder. Parce que sur le terrain, t'es pas assez punchy, c'est vrai, hein, il y avait des raisons, tu vois. Mhm. Et du coup, ils m'ont poussé vers la sortie, tu vois. Donc Ouais. c'était un peu genre, waouh, ok, moi j'avais misé ici, et ouais, ça m'a un peu refroidi. Mais pendant ce programme-là, en fait, il y a un directeur d'un restaurant à Montélimar. Mhm. Donc la ville du nougat, Montélimar, évidemment, connu mondialement, au sud de Lyon, hein, si vous voyez un petit peu où c'est un peu Mhm. déjà dans les hauteurs de la Provence, qui m'a dit, écoute, moi je suis en train d'ouvrir un nouveau restaurant, viens me voir. On va se lancer, ça va être super. Donc j'ai pris le temps de digérer un peu ce qui s'était arrivé, et puis je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, nouvelle aventure, je pars là-bas et je rebondis vite, parce qu'il y avait tout de suite une porte qui s'ouvrait qui disait, tu sais quoi,
Ce qu'eux, ils pensent là-bas, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que t'as des... Alors ouais, bien sûr, tu peux t'améliorer, mais t'as suffisamment de qualité pour travailler avec Mhm. moi. Et donc, je suis parti travailler avec lui, ouvrir ce restaurant. Ça a pas duré hyper longtemps non plus, parce que lui, c'est lui-même s'est fait virer plus tard. Et Ah moi, bon? enfin, ça a été... C'est un milieu particulier. La restauration rapide, je le recommande pour apprendre, Oui. mais c'est pas un milieu où on a forcément envie de rester très longtemps, parce que Ok. c'est quand même Mais t'es particulier. parti bosser pour lui pour devenir Bah, franchisé de... alors c'était aussi pour apprendre justement de l'intérieur d'une franchise. Oui. Je pensais apprendre ce management-là pendant quelques temps Mhm. pour pouvoir un jour peut-être gérer moi-même les équipes sur le terrain dans une démarche environnementale, on va dire. Mhm. Et j'ai appris ce que j'avais à apprendre. J'ai fait un an en France, donc j'ai fait Lyon plus Montélimar. Avant ça, j'ai fait un an en Allemagne, beaucoup plus sur le terrain. J'étais pas encore manager, j'étais sur le terrain. Et ces différentes expériences, ces 2 années m'ont vraiment donné un visage de ce que c'est que le management de terrain Mhm. dans des choses très terre à terre, genre on fabrique des burgers pour les vendre à des gens qui sont là. Il faut que ça se fasse vite et il y a des standards de qualité à respecter, tu vois. Donc c'est une école, c'est intéressant, tu Oui. vois. On apprend beaucoup et ça m'a ramené les pieds sur terre par rapport aux trucs très spirituels, très, tu vois. Donc Ah ça, bah oui, parce que c'était après Thaïlande, le Pérou. Ok. exactement, ouais, ouais. C'était entre les deux. C'était après la Thaïlande, 50 Thaïlande, c'était juste avant le Pérou. Et après, je suis Ok. reparti au Pérou pour les projets là-bas. Mais je pense que c'est important. Je sais pas quels sont les chemins des entrepreneurs qui nous écoutent, Mhm. mais d'avoir un pied vraiment très matériel, et quand on est entrepreneur, il faut l'avoir, et aussi un pied plus de recherche de soi, de quête de sens, plus, on pourrait dire spirituel. Totalement. Et d'avoir les deux, moi en tout cas, ça me donne beaucoup. Totalement. Parce qu'au final, l'être humain est tellement complexe et c'est pas que le business qui va permettre d'être heureux. Même si le business marche, on peut sentir un manque à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'on n'a pas pris le temps de développer tous ces autres aspects de nous, Exactement. qui Ouais. sont aussi intéressantes. Et on le sait, la vie d'entrepreneur est parsemée de hauts et de bas. Est-ce que ça t'arrive du coup d'avoir ces moments de bas? J'imagine que oui. Et comment t'arrives à les surmonter? Moi, ça m'arrive jamais. Je suis parfait. Je suis toujours de bonne humeur. Non, je rigole. Non, non, ça m'arrive carrément, Cétie. Pas plus tard que l'année dernière, en avril, j'ai eu un moment de bas. Mhm. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué une petite bagnole. Je suis parti dans les montagnes, en pleine nature, tout seul, justement pour méditer. Mhm. Je suis allé voir des loups dans un parc, voilà, dans les hauteurs de Nice. Je suis allé Génial. voir les bouquetins, les chamois. Et j'ai pris du temps pour faire le bilan, pour vraiment méditer et me dire, bon, est-ce que je suis sur la bonne voie? Tu vois, de temps en temps, c'est bien de faire un bilan. Et les réponses qui me revenaient, c'était, bah, en fait, oui, parfois c'est difficile, mais c'est comme ça. Et t'es en Mhm. train de faire la bonne voie, et explore, et demande-toi, pose-toi la question, et si j'essayais comme ça? Et si j'essayais comme ça? Et ce que dit Churchill, c'est, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mhm. Et je pense que quand tu fais quelque chose que tu aimes faire, au moins tu fais un truc que tu aimes faire. Et parfois ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est un échec, mais si tu arrives à apprendre de ça, ça te rendra meilleur pour ce que tu fais derrière. Donc c'est se nourrir de ça, et surtout, toutes les petites victoires, enfin un petit carnet de victoires, où C'est tu les vrai. notes, où tu as une petite frise Mhm. chronologique où tu dis, j'ai signé tel client, ou telle personne m'a fait tel retour en me disant merci beaucoup, ça m'a vraiment aidé, etc. Et les jours où ça va pas, tu sais, tu ressors ça, tu dis, parce que ma tête me dit que je suis absolument complètement nul, puis tu Mhm. ressors ce carnet et tu l'ouvres et tu dis, tiens, comme ce jour-là, cette personne a dit ça, elle le pensait vraiment, Mhm. sinon elle l'aurait pas dit. Puis ça, tu vois, et C'est vrai. ça Ça te, marche bien, cette technique. parce que en tant Mhm. qu'entrepreneur, ce qui nous arrive souvent, c'est on est un petit peu trop dur envers nous-mêmes. Et Mhm. ça, c'est humain aussi. Mais quand t'es salarié, t'es un peu planqué, tu peux faire juste assez, ça passe, tu vois. Quand t'es entrepreneur, juste assez, ça veut dire quoi en fait? Il n'y a pas de limite. Non. Et donc, il faut apprendre à se congratuler soi-même et d'avoir ces petits rituels de gratitude. Je pense qu'il y a déjà plein d'entrepreneurs qui en parlent sur Internet, donc je vais pas en faire des tartines. Mhm. Vous pouvez trouver plein de conseils pour les faire, mais vraiment de remettre de la gratitude dans son quotidien et de pas être trop dur envers soi-même. C'est vrai. Donc oui, ça m'arrive, il y a des jours où ça va pas, et ce que je fais surtout, c'est que je me ressens sur moi, je coupe les bruits du monde, donc c'est là que je fais une digital détox, je pars en nature, ou si vous pouvez pas partir à très très loin, vous allez dans un petit parc, vous allez vous asseoir, écouter les oiseaux, il y a bien un petit coin de verdure quelque part. Moi, c'est la nature qui me donne beaucoup. Mhm. Peut-être c'est juste rester chez vous, fermer les yeux, écouter de la musique relaxante, et juste faire le vide, et vous autoriser justement à sortir un petit peu les émotions qui peuvent être là. C'est ça, ne Euh, rien faire et juste laisser sortir tout Ouais, ça. ouais. Ne Parce que... pas rajouter du bruit, laisser tout ça sortir. Mhm. Et c'est ce qui va permettre de faire le vide et de retrouver de la clarté, quoi. Très bon conseil. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Cécile. Tu dirais que c'est quoi les plus grandes leçons que tu as apprises de tes voyages et comment ça t'a aidé
les mettre en pratique dans ton coaching aujourd'hui? Il y en a plein. On a combien de temps? Non. Non, je pense que une des principales leçons que moi j'ai, je vais faire un petit striptease, non? J'ai un tatouage ici, en fait. On peut le voir, c'est une frise. Ah C'est ouais, une boussole axée sur le cœur. sympa. Et pour moi, en fait, c'est très important. J'ai fait ça après tout mon travail en Thaïlande. C'est très important d'écouter son cœur. Souvent, on a des voix intérieures, on a la tête qui nous dit va faire ça, et la tête, souvent, elle a peur, elle calcule, et le cœur, il ressent, ça, c'est la bonne voie. On sait pas toujours parfois pourquoi, parfois ça fait un peu peur, mais quand tu suis ton cœur, ça t'amène dans la bonne direction. Et tu vas apprendre quelque chose que tu as besoin d'apprendre. Donc ça, j'ai appris petit à petit à faire confiance à cette intelligence du cœur. C'est ce qu'on appelle le courage, hein. Le courage, ça vient du mot cœur en français, quoi, en latin. Et c'est ça, c'est écouter ça. C'est-à-dire, la tête, ça fait peur, surtout en tant qu'entrepreneur. C'est genre, ça fait peur, j'ai pas envie d'y aller, mais mon cœur me dit faut y aller. Bon, j'y vais quand même. Et quand tu fais confiance à ça, quand tu te mets dans cette dynamique, l'univers commence à t'ouvrir des portes. Mhm. L'univers récompense le courage. Il récompense le fait d'être authentique, d'être vrai, d'aller au-delà des challenges. Ça veut pas dire qu'il faut devenir Superman, qu'il faut se barricader, qu'il faut voilà, qu'il faut y aller en essayant de tout écraser, mais d'oser être soi-même et de dire j'ai une place, voilà, je peux apporter, j'ai quelque chose à apporter. Donc ça, je dirais, c'est ma leçon principale, c'est d'écouter son cœur, d'aller de l'avant, de pas avoir peur de faire ça. Et après, un autre truc que j'ai appris aussi qui est vraiment important, c'est c'est Gandhi qui dit ça. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Mhm. Hein, je suis pas le premier à le citer, Mhm. mais ça, j'y crois vraiment beaucoup. Il faut incarner ce que tu veux être. Et moi, en fait, dans mon métier de coach bien-être, si moi je suis pas en situation de bien-être, est-ce que Mhm. tu penses que je suis crédible par rapport aux gens Mhm. avec lesquels je travaille? Donc moi, une des meilleures façons pour moi d'être en bien-être, c'est que c'est mon métier en fait, de partager ça. Et moi, j'y crois beaucoup. Et donc, le fait, moi, de me mettre déjà dans cette situation, de créer les conditions pour être bien, ça me permet ensuite d'aider d'autres personnes. Et ça, je le crois vraiment. Il faut incarner le changement. Je pense que la raison pour laquelle, je suis pas trop débordé sur l'action, mais la raison pour laquelle il y a un décalage et les jeunes croient plus trop en la politique, depuis déjà un moment, c'est parce que les hommes politiques vont dire un truc et puis ils font l'inverse, quoi, tu vois. Ouais. Et il y a la démagogie. Mais quand tu incarnes le message que tu veux transférer, que tu veux transmettre, là, tu peux commencer à inspirer les gens sans les forcer à changer. Tu vois, sans être dans la violence, dans essayer de forcer, d'aller contre, mais tu peux créer le positif. Tu peux inspirer les gens. C'est vrai, parce que tu montres déjà l'exemple et ça leur donne envie de ressembler à cet exemple-là que Ouais, tu... certaines personnes. Et aussi un truc que j'ai appris, c'est le troisième message que je te laisse, c'est n'essaye pas de forcer les autres à changer. Donc incarne qui tu es. Et il y a des gens qui vont être inspirés, c'est cool. Et il y a des gens qui vont pas être inspirés, c'est cool aussi. Mhm. Et parfois tu dis ouais, mais c'est une personne de ma famille, ça, j'aimerais bien que. Donc tu fais ce que tu peux, mais tu peux pas forcer les autres à changer. Mhm. Tu perds ton temps Ils et ont, ton énergie au ouais, final. chacun a son chemin Mhm. à marcher, à vivre. Et donc concentre-toi sur créer ce que tu peux faire pour toi. Et ça va inspirer certaines personnes. Mhm. Ça veut pas dire qu'il faut être égoïste, mais il faut avoir de l'amour propre, de l'amour de soi, Mhm. pour qu'ensuite tu puisses inspirer les autres et les aider. Voilà. C'est ça, sinon tu épuises toute ton énergie sur cette personne et puis t'en auras pas assez pour donner à tous les autres que tu accompagnes. Donc c'est important de savoir où tu vas mettre ta force et ton énergie. Exactement, c'est dit. Ouais, Mhm. ouais. Et quel livre ou quelle ressource tu recommanderais à quelqu'un qui s'intéresse plus à trouver ce bien-être personnel et professionnel? Alors, il y a plein de bouquins que je pourrais recommander. Il y en a un, moi, qui m'a beaucoup parlé au tout début de mon chemin. Et donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont pas du tout familières de la spiritualité, la méditation, tout ça, il y a un bouquin qui m'a beaucoup aidé, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ouais, The Mhm. Power of Now en anglais, de Eckhart Ouais. Tolle, que j'ai lu au début de mon cheminement, même un petit peu avant, où ça m'a ouvert quelque chose. Ça m'a vraiment, il y a eu un avant et un après. Ce bouquin-là, il m'a vraiment apporté quelque chose. Et je pense que ça, c'est une très bonne lecture. Pour les personnes un peu plus avancées sur leur chemin, entre guillemets, je dirais qu'il y a des livres de Osho, tous les livres du mystique indien Osho, O-S-H-O, qui était un être éveillé dans les années 60-70 en Inde, et qui a simplifié les, les sagesses anciennes pour l'esprit occidental. Notamment beaucoup de méditation active pour sortir ses émotions, justement par le mouvement, et puis tout un travail sur les émotions. Donc il y a un bouquin par exemple qui s'appelle Emotional Wellness de Osho. Alors c'est en anglais,
S'il y a des personnes qui maîtrisent pas bien l'anglais, il y a un livre qui s'appelle Émotion en français, Mhm. donc qui est beaucoup plus petit par contre, donc vous n'aurez pas le même contenu, mais c'est intéressant. De la même personne, De du la même coup? personne, Ok. de Osho, ouais. Ils ont pas réussi à tout traduire. Et c'est ça, exactement. Ils ont pas réussi à tout traduire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il parlait d'un état éveillé sur différentes thématiques. Donc c'est très intéressant. Il y a un livre sur le courage aussi, notamment. Bah voilà, c'est le troisième que je citerai. Le livre sur le courage d'Osho, c'est un des premiers que j'ai lu d'Osho, qui est très court, qui se lit bien. Et lui, en fait, c'est intéressant. Il dynamite le mental, dynamite tes blocages mentaux sur différentes thématiques. Et donc quand tu le lis, en fait, c'est de la déshypnose ce qu'il fait, en quelque sorte. Mhm. Il te sort de ton hypnose enseignée et il te fait de la déshypnose et ça t'aide à être plus présent dans l'instant. C'est intéressant. Ouais. Comment il arrive à faire ça, tu Comment penses? il arrive à le faire? Ouais, c'est une bonne question. C'est un art et une science, mais Mhm. il a lui-même suivi un parcours d'éveil. Et c'était un homme très érudit, très intelligent, qui parlait plusieurs dialectes en indien et puis qui parlait couramment anglais. Et donc, il a réussi à créer le pont entre l'Orient et l'Occident. Après, il y a eu plein de dérives. Il y a un documentaire sur Netflix à son sujet. Donc, il y a eu tout un mouvement hippie aux États-Unis. Il y a plein de Mhm. dérives, il y a plein de trucs qui sont pas forcément bons, enfin, qui sont pas bons du tout. Mais lui, son message de base, et les dérives d'ailleurs qui ont été autour de ce mouvement aux États-Unis, c'est pas lui, c'est les gens qui ont repris ça de manière politique. C'est la politique qui s'est mêlée d'un mouvement, on va dire, qui était au début sain et spirituel. Mhm. Mais son message de base et ce qu'il partage, ça vient d'un état de présence. Et donc, à chaque fois que tu lis un de ses bouquins, ça aide. Franchement, ça fait du bien. Génial. Je le connaissais pas, donc je vais Ah bah, aller super, m'acheter un livre de cool. Oko. C'était quoi le Euh, préféré, toi? alors moi, je conseille le livre sur le courage. Donc Osho, donc Courage. c'est O-S-H-O, le courage, c'est un très bon livre. Et l'autre, c'est Emotional Wellness, donc le bien-être émotionnel. La version française, c'est Émotion. Ok, génial. C'est quoi les futurs projets que tu considères pour le coaching? Est-ce qu'il y a des horizons que tu aimerais explorer? Oui, il y a toute la prise de parole en public, les conférences que j'ai envie de faire. Là, très bientôt, je vais monter sur scène à Nice pour une soirée qui s'appelle la soirée de l'audace. Et donc, je vais commencer à faire du storytelling inspirant pour partager mon parcours de vie. Et j'ai envie de faire ça à la fois dans ce type d'événement, en entreprise, et donc d'ajouter cette palette, de Mhm. développer mes compétences en français, en anglais aussi, pour pouvoir voyager. Et puis à terme, j'aimerais bien aussi, c'est quelque chose que j'ai essayé de lancer, mais comme vous savez, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile. J'ai essayé de lancer des retraites avec différentes personnes, ça s'est pas encore vraiment fait. Mais j'aimerais bien à terme, peut-être d'ici un an, commencer à organiser des retraites en pleine nature, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, en fonction de différents formats, pour pouvoir sortir les entrepreneurs de leur cadre quotidien et les mettre dans un cadre où ils peuvent se reconnecter, ils peuvent échanger et voilà, trouver le bon cadre, les bonnes personnes pour pouvoir faire ça. Donc Génial. ça, j'ai envie à terme de le développer. Je sais pas où, je sais pas quand, mais Mhm. ça reste sur la liste des choses à faire. Exactement. Ouais. Très très bien, très beau projet. Et on arrive vers la fin de cette interview. Déjà, c'est mais Et oui, et j'ai pas déjà, j'ai pas vu le temps passer. t'as vu? Je voulais te demander si tu devais nous laisser avec une phrase ou un mantra qui t'inspire, ça serait laquelle? Alors, déjà, j'ai dit, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Donc ça, j'y crois vraiment beaucoup. Ça, c'est super important. Euh, Par rapport au cœur, j'ai envie de dire que ta plus grande transformation se situe du côté de ta plus grande peur. On n'a pas eu le temps de l'aborder dans ce podcast, mais moi, ma plus grande peur, c'était de pas avoir d'argent. Donc, j'ai fait tapis dans ma vie, j'ai tout mis sur la table petit à petit, et je suis allé au-delà de cette peur. Je suis passé par zéro et je suis repassé de l'autre côté. Mhm. Et depuis, j'ai un nouveau courage que je soupçonnais pas avant. Et j'ai appris à travers ce parcours de vie que les peurs, il y a, je vais pas faire trop long, mais en gros, t'as la peur, par exemple, t'as un tigre qui t'attaque. Ça, c'est une peur existentielle. Il y a un vrai danger. Mhm. Mais la peur de pas avoir d'argent, c'est une peur imaginaire, en fait. On sait pas ce que ça veut dire tant qu'on l'a pas vécu. Et donc, je crois qu'il y a énormément de peurs qui sont des peurs imaginaires. Et l'invitation que j'ai pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est, bah, questionnez-vous. Est-ce que ces peurs, elles sont réelles ou pas? Et quand vous allez creuser, aller un petit peu au-delà, vous allez vous rendre compte que justement, c'est des prisons invisibles et que quand vous allez aller au-delà de ça, en les laissant se dissoudre, en fait, c'est pas en les affrontant sur un cheval avec une lance, tu vois, Mhm. non, c'est en les laissant se dissoudre et tu te rends compte qu'en fait, il y a pas lieu d'avoir peur. Et donc ça, l'inverse de la peur, c'est l'amour, quoi. C'est de se faire confiance, c'est le courage Mhm. et de se faire confiance à soi-même pour aller au-delà de ses peurs. Donc voilà, mes deux messages, c'est incarner le changement, soyez vous-même, soyez authentique, ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre,
Et aussi, faites-vous confiance. Allez au-delà de ces peurs parce que ça La va. plupart, c'est des peurs qui sont juste dans nos têtes, ça arrivera jamais. Exactement. Et une astuce, c'est de mettre même les pires scénarios. Qu'est-ce que ça pourrait arriver de pire? Et on se rend compte sur le papier qu'au final, on va pas en mourir et que, par contre, le côté positif est tellement plus grand que Ouais, il faut sauter le pas, quoi. Si t'as c'est une ça. idée, si t'as quelque chose qui te tient à cœur, comme tu dis, il faut l'écouter Ouais, et te lancer. exactement. Mm. Merci beaucoup en tout cas Merci à toi, Antoine, Stéphie, ça m'a fait c'était très très plaisir. très Ouais, c'est à moi super. aussi et à très vite Ouais, pour les prochaines interviews parce que j'aimerais en savoir plus sur tes projets là de storytelling bah et de carrément. retraite Très très volontiers pour de prochains épisodes. avec plaisir. Merci, Séti.